Alors bonjour à tous, je suis Emma Gérard, étudiante en thèse CIFRE dans l'équipe INSERM INRIA ECA en partenariat avec Sanofi. Et donc je vais vous présenter mon travail qui est sur la modélisation bayésienne d'une toxicité bivariée pour des essais de phase précoce en oncologie qui évaluent des régimes de doses. Alors on peut commencer par un petit peu de contexte. Alors lors des essais de phase 1 en oncologie, c'est la première fois qu'on administre le produit chez l'humain, et en particulier chez des patients, et du coup on étudie une petite taille d'échantillon. Et l'objectif, c'est d'évaluer la toxicité du produit, et donc on définit une variable binaire qui est la toxicité dose limitante, qui sert en fait à définir des effets indésirables qui sont graves. Et l'objectif, c'est de trouver la dose maximale tolérée, qui est la dose la plus élevée qui ne dépasse pas un seuil de toxicité. Donc là, par exemple, si on a une cible de toxicité A03 sur le schéma, la MTD serait la dose 4. Et donc pour déterminer cette MTD, ce sont des designs séquentiels de dose escalade qui ont été mis en place, où les patients sont inclus par cohorte. Et en général, ces designs sont divisés en deux types, soit ceux basés sur un algorithme comme le 3+3, ou soit ceux basés sur un modèle comme la CRM. Alors mon travail il se base sur un essai en cours d'escalade de dose, où en fait, dû au mécanisme d'action de la molécule qui est représenté ici sur le schéma, la toxicité majeure qui est attendue, c'est le syndrome de libération des cytokines, qu'on va appeler CRS dans la suite, qui est une réponse inflammatoire. Et en fait, il a été montré que répéter l'administration du produit permet de réduire le risque de CRS. Et donc pour cela, l'étude a été mise en place avec une phase d'escalade intrapatient qui a été fixée à l'avance. Mais dans cette étude, il y a aussi d'autres toxicités qui peuvent avoir lieu, que nous on va appeler les DLTO. Et sur ces autres toxicités, il n'y a pas d'hypothèse, comme pour la CRS, sur les administrations répétées. Et en plus, on pourrait se demander, est-ce qu'il y aurait une association entre les CRS et les autres toxicités? Et dans cet essai, c'est un 3+3 qui a été mis en place. Alors on peut voir un exemple avec un 3+3. Là par exemple, si on suppose qu'on étudie 6 régimes de doses, de S5 qui est supposé le moins toxique jusqu'à S6 qui est supposé être le plus toxique, tous définis avec une escalade de dose intrapatient jusqu'à donner la dose finale qui est répétée. Le 3+3 permet de guider la phase de dose escalade en fonction du nombre de DLT qu'on observe petit à petit. Et donc là par exemple, le 3+3 recommanderait le régime 4 comme la MTD. Mais en fait, on voit que les DLT, elles peuvent être séparées en deux types, soit les CRS, soit les autres DLT. Et en plus de ça, on voit que ces toxicités, elles ont lieu à des temps différents, donc avec des doses administrées qui sont différentes. Et en fait, cette double information, elle n'est pas prise en compte par des designs classiques, comme le 3+3. Donc l'objectif de mon travail, c'est de pouvoir recommander le régime de dose maximale tolérée, qu'on définit comme le régime de dose avec une probabilité de DLT la plus proche de la cible, que nous on définit à 0,3. Et on définit une variable bivariée binaire, qui est la DLT, qui est définie dès l'occurrence d'une CRS ou d'une autre DLT. Et notre modélisation, elle est représentée ici sur le schéma, et elle est divisée en 3 étapes, avec comme pour la première étape la modélisation de la CRS avec le régime de dose, en incluant de la modélisation pharmacocinétique et pharmacodynamique pour prendre en compte l'hypothèse complexe sur les CRS. La deuxième partie, c'est la modélisation des autres DLT avec le régime de dose, et la dernière étape, c'est de pouvoir modéliser les DLT à partir des estimations des probabilités de CRS et d'autres DLT, en supposant éventuellement une association entre les deux types de toxicité. Là, je vais vous parler un peu plus en détail de la modélisation, qui est donc divisée en 3 étapes, avec en première étape la modélisation de la CRS. Et la première étape, c'est de pouvoir développer le modèle pharmacocinétique et pharmacodynamique pour la réponse en cytokine continue avec le régime de dose. Et pour ça, on utilise des modèles non linéaires à effet mixte. Et en fait, l'objectif avec ce modèle, c'est de modéliser le fait que le pic de cytokine qu'on observe avec l'escalade intrapatient, représenté ici en trait continu, il serait inférieur au pic qu'on obtiendrait si on donnait la dose finale dès le début, là en trait pointillé. Ensuite, on peut modéliser la probabilité de CRS avec le pic de cytokine, et nous, on a considéré un modèle logistique bayésien. Et après, on peut estimer les probabilités de CRS à chaque régime de dose en intégrant en fait les deux premiers modèles, et pour cela, on utilise des simulations de Monte-Carlo. La deuxième partie de la modélisation, c'est de pouvoir modéliser les autres DLT avec des administrations multiples. Et pour prendre en compte ces administrations multiples, on a choisi de définir la dose cumulée, qui est représentée ici pour le schéma de dose qui a été donné en exemple. On peut aussi définir la probabilité cumulée des autres DLT après une certaine administration, qui est définie comme la probabilité qu'on ait une autre DLT entre la première administration et l'administration actuelle.
Et on propose de modéliser cette probabilité cumulée avec la dose cumulée à l'aide d'un modèle logistique bayésien. Et on peut maintenant estimer les probabilités d'autres DLT à chaque régime de dose. Donc maintenant qu'on a l'estimation des probabilités de CRS et d'autres DLT à chaque régime de dose, on cherche à estimer les probabilités de DLT à chaque régime de dose pour nous permettre d'estimer le MTD régime. Et la probabilité de DLT, elle est définie comme la probabilité d'avoir au moins une CRS ou une autre DLT. Et pour estimer cette probabilité de DLT, on propose deux modèles, soit le premier, le modèle le plus simple, qui est le modèle indépendant, où en fait on suppose une indépendance entre les CRS et les autres DLT, et un deuxième modèle un peu plus complexe, où on va essayer de modéliser l'association, ici avec le paramètre alpha, entre les CRS et les autres DLT, à l'aide d'un modèle de copule. Donc maintenant, on va pouvoir comparer les performances de nos deux méthodes proposées à l'aide d'une étude de simulation. Et on propose en fait d'appliquer nos méthodes jointes à la fin de la phase d'escalade de dose. Donc pour nos simulations, on a choisi de designer nos essais avec une CRM modifiée qui inclut 30 patients. Ce qui nous permet de pouvoir comparer les recommandations de la CRM avec les recommandations de nos méthodes. Et en fait, la CRM permet donc d'inclure les cohortes de patients à des régimes de dose de plus en plus élevés, selon le nombre de DLT qui sont observés. Mais nous, on peut collecter les informations sur le type de DLT et les temps d'occurrence qu'on va utiliser dans nos méthodes jointes. Donc au niveau des résultats, on peut définir un premier scénario, qui est défini ici sur la figure de gauche, avec les probabilités de chaque type de toxicité. Et sur ce scénario, le vrai MTD régime, c'est le régime 4, qui a une probabilité de DLT qui est égale à la cible. Et au niveau des résultats, on peut évaluer en fait les proportions que chaque régime de dose a été sélectionné comme le MTD régime par les trois approches sur tous les essais simulés, où en fait la recommandation correcte, c'est le régime 4. Et donc on voit ici que nos deux méthodes ont des meilleures performances que la CRM, et on voit que les performances de nos deux méthodes semblent être très proches. Donc ces résultats nous ont poussé à définir un nouveau scénario où en fait on a défini une plus forte association entre les CRS et les autres DLT, mais en conservant le vrai MTD régime toujours étant le régime 4. Et donc au niveau des résultats, on voit toujours que nos deux méthodes sont meilleures que la CRM, avec la CRM qui a plutôt tendance à recommander le régime de dose qui est plus toxique S5, mais on peut voir aussi ici que le modèle de copule a des meilleures performances que le modèle indépendant, puisqu'il permet d'estimer l'association entre les deux types de toxicité. Et en fait, on voit aussi que le modèle indépendant a plutôt tendance à recommander le régime d'en dessous, donc S3, et donc il surestime en fait la probabilité de DLT. Au niveau des résultats, on peut aussi évaluer l'estimation des probabilités de DLT à chaque régime de dose, représenté ici sur les violin plots, avec en très plein les vraies probabilités de DLT. Et en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir une bonne estimation des probabilités de DLT autour du vrai MTD régime, donc ici S4. Et donc on voit là que les trois méthodes ont une bonne estimation de la probabilité de DLT autour de S4. Donc S4, on peut voir qu'il est défini ici avec une escalade de dose intrapatient jusqu'à atteindre la dose finale de 45 qui est administrée dès la 4e administration. Et en fait, on pourrait se demander quelle serait la probabilité de DLT de régimes de dose qui sont proches de celui qui a été trouvé. Donc là, par exemple, on peut définir deux nouveaux régimes de dose. Un qui administre une dose finale qui est plus faible mais plus tôt, donc dès la 3e administration, et un deuxième régime de dose qui atteint une dose finale plus élevée mais plus tard. Et en fait, avec nos deux méthodes, vu qu'on modélise vraiment la relation entre le régime de dose en entier et la probabilité de DLT, on peut prédire les probabilités de DLT de ces deux nouveaux régimes de dose. Et nos deux méthodes prédisent en fait ces probabilités à être proches de la cible. Donc en fait, dans ce cas-là, à la fin de l'essai, on pourrait proposer ces trois régimes de dose à l'équipe clinique, qui pourraient éventuellement être étudiés lors de cohortes d'expansion pour valider la toxicité et pour pouvoir comparer leur efficacité. Donc en conclusion, on a proposé une modélisation innovante qui permet de prendre en compte plusieurs administrations du traitement. Donc nous, on s'est placé dans le cadre de l'escalade intrapatient, mais on pourrait considérer d'autres cadres. Notre modélisation a permis de prendre en compte une hypothèse complexe sur la toxicité. Donc nous, c'était la CRS avec du coup de la modélisation pharmacocinétique et pharmacodynamique. Et notre modélisation permet de distinguer entre différents types de toxicité. Au niveau des limites, alors déjà, il faut noter que nous, on propose d'appliquer nos méthodes à la fin de la phase d'escalade de dose. Parce qu'en fait, on a besoin que les données PKPD soient collectées, que le modèle PKPD soit aussi développé et fiable. En plus, vu qu'on propose plusieurs modèles, on a besoin de plusieurs hypothèses de modélisation. Et enfin, vu qu'on est quand même dans un cadre de petite taille d'échantillon,
on a quand même pris des modèles relativement simples, et notamment un modèle assez simple sur les autres DLT. Mais néanmoins, en conclusion, on peut quand même dire que notre approche, elle peut aider à la décision concernant le développement futur de la molécule en utilisant toute l'information qui est disponible lors de ces essais de phase précoce. Merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.